À 8h47, 4 missiles balistiques anti-navires Khalij Fars quittent leur lanceur mobile sur le littoral iranien en l'espace de 11 secondes. Et le lieutenant-commandant Sarah Cole, depuis la suite de guerre électronique du Gerald Ford, remarque quelque chose dans ces 11 secondes avant même que le rapport de contact ait fini de s'imprimer. L'espacement est mauvais. Pas mauvais par accident, mauvais de façon délibérée. Mauvais d'une manière qui lui dit exactement ce que l'Iran est en train de faire et exactement ce qui est sur le point d'arriver à chaque solution d'interception que le système Aegis est en train de construire en ce moment. Et il lui reste approximativement 7 minutes et 30 secondes pour convaincre quelqu'un de l'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Pour comprendre ce que Cole a vu dans ces 11 secondes, il faut comprendre ce qu'est réellement le Khalij Fars. Parce que ce matin, l'Iran n'a pas tiré une arme ordinaire sur le Gerald Ford. Le Khalij Fars est le tueur de porte-avions iranien. Un missile balistique monoétage à propergol solide, emportant une charge militaire de 650 kg, une portée de 300 km, une vitesse terminale dépassant Mach 3. Il ne vole pas vers le navire comme le ferait un missile de croisière, rasant la surface de l'eau en surgissant de l'horizon. Il monte, il s'incurve, puis il tombe presque verticalement, plongeant selon un angle compris entre 60 et 75 degrés par rapport à l'horizontale, s'abattant depuis le ciel directement au-dessus à plus de 1000 mètres par seconde. Cet angle de descente, c'est tout. C'est l'arme entière. Chaque système défensif d'un groupe aéronaval a été conçu autour d'une image de menace horizontale. Le CIWS Phalanx traque les contacts qui arrivent par les flancs. Les intercepteurs SM-6 construisent de leurs solutions de contrôle de tir sur des cibles qui traversent l'espace aérien, pas sur des cibles qui le traversent à la verticale. Les enveloppes d'engagement, les cônes de couverture radar, les géométries d'interception, tout cela a été ingénié pour des missiles qui viennent vers vous, pas pour des missiles qui tombent sur vous. Les officiers de ciblage iraniens avaient étudié cela pendant 4 ans, et leur conclusion était la suivante. Un seul Khalij Fars plongeant presque verticalement donne à l'ordinateur de contrôle de tir Aegis un problème soluble. 2 plongeurs quasi verticaux simultanés contraignent le système à diviser ses ressources. 4 plongeurs quasi verticaux simultanés, chacun arrivant depuis un angle aérien légèrement différent, chacun requérant sa propre géométrie d'interception. Ce n'est pas une version plus difficile du même problème. C'est un piège. Mais voici ce que Cole a vu, et que personne d'autre n'a remarqué. Les 4 missiles n'ont pas été tirés simultanément. Ils ont été lancés à 11 secondes d'intervalle dans une séquence précise. Depuis 4 lanceurs positionnés à des distances soigneusement calculées les uns des autres le long du littoral iranien. Et cet écart de 11 secondes, pas 10, pas 12, mais 11, a été choisi pour une raison précise. 11 secondes, c'est exactement le temps dont l'ordinateur de contrôle de tir Aegis a besoin pour construire une solution d'interception préliminaire sur le premier contact avant que le second n'apparaisse sur le radar. Ce qui signifie que le système engage des ressources sur la première solution avant de savoir que 3 autres arrivent. Puis il s'engage sur la deuxième avant de savoir qu'il en vient 2 de plus. Et au moment où les 4 contacts sont affichés, le système a déjà partiellement engagé sa géométrie d'interception sur des solutions construites sans connaissance de l'image de menace complète. Des solutions qui entrent désormais en conflit les unes avec les autres, d'une façon que le système n'a pas été conçu pour résoudre proprement. L'Iran n'avait pas seulement conçu une attaque géométrique. Il avait conçu une attaque géométrique qui exploitait la façon spécifique dont le système Aegis traite les contacts séquentiels. Il avait étudié l'architecture de traitement du système de combat naval le plus avancé du monde et trouvé l'écart de 11 secondes à l'intérieur. Cole prend le circuit vers le centre d'information de combat à 0848. Il lui reste 6 minutes et 43 secondes. Le système Aegis va corrompre ses propres solutions d'interception. L'espacement de lancement à 11 secondes a été conçu pour cela. Nous devons manuellement répartir la propriété des pistes entre les navires individuels avant que le système ne dégrade les 4 solutions simultanément. Si nous ne faisons pas cela dans les 4 prochaines minutes, nous allons manquer de SM-6 avec des missiles encore en vol. L'officier d'action tactique
Le lieutenant-commandant Hassan Oey regarde son affichage. 4 trajectoires montantes et Aegis en train de construire des solutions, tout semblant se dérouler exactement comme prévu. Il dit à Cole de patienter. Elle observe les indicateurs de qualité des solutions d'interception sur son écran secondaire et ne dit rien. Elle a passé l'appel. Elle a dit ce qui allait arriver. Maintenant, elle regarde les chiffres. À 8h52, le système Aegis signale un conflit de contrôle de tir sur les 4 solutions d'interception simultanément. Le système avait été en train de construire 4 géométries d'interception quasi verticales, dont les cônes de couverture radar des têtes chercheuses se chevauchaient dans l'espace aérien directement au-dessus de la formation. Chaque SM-6, assigné à une cible, volait à travers le couloir de descente terminale d'une autre, corrompant les 4 pistes à la fois, au lieu d'en résoudre une proprement. Oey regarde l'alerte. Il regarde la position de Cole sur son affichage. Il prend le circuit. Depuis combien de temps saviez-vous que cela allait se produire ? Depuis 8h47 et l'écart de 11 secondes, dit-elle. 4 minutes et 21 secondes. Il ne répond pas à cela. À la place, il exécute immédiatement le dépassement manuel qu'elle avait décrit, répartissant la propriété des pistes entre 4 navires. Un Khalij Fars, assigné exclusivement à chaque bâtiment de la formation. Le Bulkley prend la piste 1. Le Lake Champlain prend la piste 2. Le Meacher prend la piste 3. Les systèmes propres du Gerald Ford prennent la piste 4. Chaque navire résout un problème proprement au lieu que tous les navires résolvent les 4 problèmes mal. Le dépassement prend 23 secondes à se transmettre sur le lien de données tactique de la formation. Il leur laisse 3 minutes et 48 secondes avant l'entrée en phase terminale. Moins de temps que si on l'avait écouté à 0,848. À 0,854, le Bulkley tire 2 intercepteurs SM-6 sur la piste 1 avec une solution de contrôle de tir propre à navire unique. Le premier SM-6 atteint son point d'interception à 0,855 et détonne à 8 mètres de la structure du Khalij Fars. Le schéma de fragmentation déchire le chercheur électro-optique du missile et 2 gouvernes de contrôle. La piste 1 sort de son couloir de descente et percute le golfe Persique à 1400 mètres au nord-est de la formation. Piste 1 détruite. Le Lake Champlain tire sur la piste 2 à 0,854 et 30 et 1 seconde. Le premier SM-6 manque sa cible. La piste 2 exécute une correction de trajectoire terminale de 2,3 degrés dans les 3 secondes, séparant la solution de contrôle de tir de la tentative d'interception. Une manœuvre d'esquive préprogrammée qui déplace son point d'impact prévu de 190 mètres. Le second SM-6, lancé sur une solution mise à jour, détonne directement contre la structure à 0,856 et 12 secondes. Piste 2 détruite. Le Meacher tire sur la piste 3 à 0,854 et 47 secondes. Le premier SM-6 atteint le point d'interception et ne trouve rien. La piste 3 a exécuté 2 corrections de trajectoire successives. 1,9 degrés, puis 2,7 degrés, invalidant la solution 2 fois en moins de 4 secondes. Le second SM-6 détonne suffisamment près pour endommager la section de guidage de la piste 3, mais pas sa charge militaire. La piste 3 est blessée. Sa capacité de manœuvre terminale est dégradée d'environ 60%, mais elle descend toujours. Elle porte toujours 650 kg d'explosifs brisants. Elle tombe toujours depuis directement au-dessus, à plus de 1000 mètres par seconde. Les systèmes propres du Gerald Ford tirent 2 M6 sur la piste 4 à 0,855. La piste 4 est la plus dangereuse, celle dont l'angle de descente la place le plus directement au-dessus du pont d'envol du porte-avions. Le premier SM-6 détonne à 31 mètres de la structure, suffisamment près pour détruire une gouverne de contrôle, mais insuffisant pour la neutraliser. La piste 4 corrige sa trajectoire. Le second SM-6 est déjà en train de monter. Il atteint son point d'interception à 0,856 et 50 et 1 seconde. La piste 4 a corrigé à nouveau, 3,1 degrés. Le SM-6 détonne dans le vide. 2 missiles détruits, 2 encore en descente. Plus de SM-6 disponibles dans les solutions d'engagement.
Le Phalanx se met en ligne comme dernière option conventionnelle. La piste 3, à guidage dégradé, tombe désormais depuis 4000 mètres dans une chute erratique. Sa section de guidage endommagée produisant des commandes de contrôle incohérentes qui rendent sa trajectoire terminale genuinement imprévisible. Les phalanx à la proue du Gerald Ford s'activent et la tractent pendant une fenêtre d'engagement de 0,6 secondes, tirant 4500 coups par minute dans l'espace où le missile en vrille doit se trouver. Les projectiles atteignent le point d'interception. La piste 3 traverse la rafale. Son mouvement de vrille, l'emportant à 11 mètres, en dehors du schéma de dispersion. Le Kalish Farce percute le golfe Persique à 63 mètres sur le travers avant bâbord du Gerald Ford. La charge militaire de 650 kg détonne à l'impact sur l'eau. L'explosion envoie un mur d'eau sur le pont d'envol avant du porte-avions. Le navire frémit. Rien ne touche la coque. Piste 3 neutralisée. Il restait la piste 4. Guidage intact. Toujours en train de manœuvrer. 11 secondes avant l'impact. Tombant depuis directement au-dessus vers le pont d'envol du Gerald Ford à plus de 1000 mètres par seconde. Chaque option conventionnelle épuisée. Et c'est à ce moment que le piège se révèle dans toute sa plénitude. Parce qu'il y avait un 5e lanceur. Il était resté silencieux sur le littoral iranien depuis 8h47, son équipage observant l'engagement sur capteur passif, alimentant, en données de ciblage, un poste de commandement qui avait analysé en temps réel la réponse défensive du Gerald Ford. Quels navires avaient appris quelle piste? Comment le dépassement manuel avait été exécuté? La séquence exacte de tir des SM-6? Le moment précis où le chargeur sur la piste 4 s'était vidé? Ils attendaient exactement cela. Le moment où le Gerald Ford n'aurait plus rien. Le 5e lanceur tire à 0,857 et 0 et 1 seconde. Un seul Kalish Farce, non pas depuis le nord-ouest comme les 4 premiers, mais depuis l'est. Un relèvement complètement différent, un angle de descente complètement différent. Arrivant 6 minutes et 20 secondes après que la première salve a vidé chaque solution d'interception de la formation. Cole voit la signature du 5e lancement sur ses capteurs passifs à 0,857 et 6 secondes. Elle avait surveillé le littoral iranien sur chaque relèvement depuis 0,847, parce qu'elle avait compris dès l'instant où elle avait vu l'écart de 11 secondes que 4 missiles n'étaient pas l'attaque. 4 missiles étaient de la question. Que fait le Gerald Ford quand on lui pleut des missiles sur la tête depuis le ciel? Le 5e missile était la réponse à cette question. Tiré au moment où l'Iran avait appris tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il lui reste 6 minutes et 14 secondes avant que le 5e missile n'entre en phase terminale. Et elle construisait quelque chose depuis les 10 dernières minutes que personne ne lui avait demandé de construire. Parce que Cole n'avait pas passé l'engagement à regarder les 4 missiles tomber. Elle avait regardé le littoral iranien. Plus précisément, elle avait surveillé les émissions électroniques provenant du radar de contrôle de tir du 5e lanceur, le système de ciblage passif qu'il utilisait pour alimenter en données en temps réel sur la position du Gerald Ford le poste de commandement tout au long de l'engagement. Un radar de contrôle de tir qui avait transmis sur une fréquence chiffrée spécifique pendant 10 minutes et 19 secondes, assez longtemps pour que Cole cartographie complètement le schéma de chiffrement. Assez longtemps pour construire un signal de ciblage factice que le 5e Kalish Farce accepterait comme authentique au moment où il s'activerait et où sa liaison de données se mettrait en ligne. Elle transmet à 0,857 et 22 secondes un signal de guidage Kalish Farce factice sur la fréquence chiffrée exacte qu'utilisait le système de contrôle de tir du 5e lanceur. De nouvelles coordonnées de ciblage, non pas la position du Gerald Ford, mais les coordonnées GPS du 5e lanceur lui-même, posées sur sa crête côtière à 290 km à l'est. Le 5e missile reçoit les coordonnées mises à jour à 0,857 et 29 secondes et fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il leur fait confiance. Son système de guidage traite la nouvelle cible, calcule la correction de trajectoire et vire brusquement à gauche en s'éloignant du Gerald Ford, pivotant vers l'est en direction du littoral iranien et du lanceur qui l'a tiré. Dans le centre d'information de combat, le contre-amiral Mercer observe la 5e piste courbée loin de la formation sur son affichage tactique en se retournant vers l'Iran. Il reste parfaitement immobile pendant environ 3 secondes. Puis, il prend le circuit vers le poste de Cole.
Depuis combien de temps construisez-vous ce signal ? Depuis 8h47, dit-elle, depuis l'écart de 11 secondes. À 9h04, le 5e Khalij Fars percute le littoral iranien à 14 mètres de la position de tir du 5e lanceur. Le lanceur, l'équipage et le poste de contrôle de tir qui avait passé 10 minutes à observer la réponse défensive du Gerald Ford cessent d'exister au même instant. À 9h, pendant que le 5e missile était encore en vol, 8 bombes guidées GBU-30 et un JDAM largué par 2 FA-18F qui suivaient des signatures thermiques des 5 lanceurs depuis 0847 frappent les 4 premières positions de lanceurs en 25 secondes. Les 4 détruites avant qu'aucune d'elles n'atteigne ses positions de repli. 5 lanceurs, 5 missiles, les 5 neutralisés. Le Gerald Ford ne change jamais de cap. Les opérations aériennes reprennent à 0,911. Le pont d'envol du porte-avions mouillé par le quasi-impact sur le travers avant bâbord. Son équipage secoué mais indemne. Ses systèmes d'armes pleinement opérationnels. Dans sa suite de guerre électronique, le lieutenant-commandant Sarah Cole rédige son journal d'engagement en 2 phrases. L'Iran a passé 4 ans à apprendre comment faire en sorte que 4 missiles corrompent mutuellement leur solution d'interception. Nous avons passé 10 minutes à apprendre comment faire en sorte que le 5e rentre chez lui. L'Iran avait fait pleuvoir 4 missiles sur l'USS Gerald Ford depuis le ciel. La réponse fut sans merci. Et la leçon que l'Iran rapportait du golfe Persique ce matin-là était la dernière qu'il souhaitait retenir. Que la chose la plus dangereuse dans la puissance navale américaine n'est pas le système qui riposte. C'est la femme qui avait compris ce que vous faisiez avant que vous ayez fini de le faire.